J'ai 85 ans. Pendant 40 ans, j'ai piloté des avions à réaction. J'ai tracé ma propre route. Je croyais qu'être un roc pour ma famille signifiait être inébranlable, ne jamais montrer la moindre fissure. J'avais tort. Cette conviction n'a pas fait de moi un pilier. Elle a fait de moi un fantôme dans ma propre maison, à Vincennes. Laissez-moi vous raconter comment j'ai finalement vu mon propre reflet. Tout s'est cristallisé il y a 2 mois, à partir d'une chose toute simple. Un dimanche ordinaire. Mon fils Thomas, sa femme et mes 6 petits-enfants avaient envahi la maison. Ma petite fille Camille a renversé un puzzle de 500 pièces sur mon beau tapis du salon. Des morceaux partout. Le bruit, le désordre. C'était comme une panne du système. J'ai ressenti ce besoin profond d'ordre, de silence. J'ai annoncé que j'allais faire une promenade. Ma femme, Hélène, a croisé mon regard. Pas un mot. Elle m'a simplement lancé ce regard. Celui qui porte une vie entière de suppliques silencieuses. Reste, sois là, sois avec nous. Et pendant un instant, j'ai hésité. Mais le pilote en moi a pris le dessus. J'ai souri faiblement, caressé la tête de Camille, et je suis sorti dans la fraîcheur du soir. Je me suis dit que je préservais ma paix pour eux. Quand je suis rentré 1 heure plus tard, la victoire attendue sonnait creux. Le puzzle avait disparu. Le sol était impeccable. Les enfants étaient silencieux, absorbés dans leurs tablettes. De la cuisine me parvenaient les voix étouffées de Thomas et d'Hélène. Ils se sont tus à mon entrée. J'avais obtenu l'ordre parfait et silencieux. Mais dans ce silence, j'ai ressenti un froid inexplicable. J'avais rétabli le système, mais j'avais perdu le lien. 1 semaine plus tard, mon fils m'a donné la chance de dissoudre ce froid. Thomas a appelé, la voix tendue. Une urgence au travail. Est-ce que je pouvais emmener mon petit-fils Lucas à son cours de golf samedi à 11 heures? Mon esprit, rompu à la logistique, a calculé immédiatement. Ma partie de golf hebdomadaire était à 9 heures. Le cours de Lucas était de l'autre côté de la ville. Perturbation totale. La réponse s'est formée avec une froide efficacité. Je suis désolé, fils, j'ai un engagement préalable. Le silence au téléphone était plus lourd que tout ce que j'avais connu à 10 000 mètres d'altitude. C'était le silence d'une porte qui se referme. Il a juste dit « D'accord, papa, pas de problème ». Cette voix calme d'adulte, celle que je lui avais apprise. Il avait appris du meilleur, comment avaler sa déception et garder la dignité. Je venais de choisir un départ de golf plutôt que mon petit-fils. 3 jours plus tard, j'ai entendu un petit cri depuis le jardin. Hélène avait trébuché près de ses rosiers. C'était bénin, elle était plus secouée que blessée. J'étais à ses côtés en quelques secondes, l'aidant à se relever. Mais en la tenant dans mes bras, j'ai remarqué que mes propres mains tremblaient violemment. Pas de peur pour Hélène, du choc de ma propre révélation. À cet instant, j'ai vu mon avenir avec une clarté terrifiante. J'étais parfaitement capable d'être seul. Je savais cuisiner, faire le ménage, gérer les finances, vivre en silence. J'avais construit toute ma vie pour être autosuffisant. Je ne tenais pas ma femme. J'entrevoyais une vie où personne n'aurait besoin de mon aide. Je m'étais entraîné pour l'isolement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait l'inventaire de ma vie, comme une vérification avant le vol. Les promenades pour fuir le bruit, les puzzles complétés seuls, les parties de golf auxquelles je refusais de renoncer. Chaque fois que j'avais choisi le contrôle plutôt que le lien. Je voyais le regard résigné de Thomas,
les regards silencieux d'Hélène. 6 petits enfants qui me considéraient probablement comme un monument poli et distant. Mon indépendance n'était pas une forteresse, c'était la cage, et j'en étais à la fois le geôlier et le prisonnier. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Thomas, sans détour. Si Lucas a encore besoin qu'on l'emmène au golf, ou pour quoi que ce soit d'autre, mon agenda est libre. La pause était différente cette fois, plus légère, incertaine. Puis, merci papa, je te ferai signe. Plus tard, quand Camille a appelé en vidéo pour le puzzle, je n'ai pas hésité. J'arrive tout de suite. J'ai laissé mon journal inachevé sur la table. Assis sur le sol avec elle, entouré de désordre, j'ai commencé à comprendre la nouvelle mission. Il ne s'agissait pas de compléter le puzzle. Il s'agissait de rester dans ce bazar avec elle. Camille m'expliquait sa stratégie pour trouver d'abord les pièces du bord, et pour la première fois, je ne l'ai pas corrigée. J'ai juste dit « montre-moi » et je l'ai laissé guider. C'était maladroit, comme si j'utilisais des muscles oubliés. Mais quand nous avons trouvé 2 pièces qui s'assemblaient, son visage tout entier s'est illuminé. « On l'a fait, papy !» Ce « on » m'a semblé un cadeau. Quelques jours plus tard, c'est moi qui ai appelé Thomas pour demander comment se passait sa semaine. Il y avait eu un pair d'amis pour emmener Lucas au golf. Il avait fait un 52 sur 9 trous. Il en était fier. « Tu sais, ai-je dit, les mots semblant étranges dans ma bouche, s'il veut jouer juste pour le plaisir, mon emploi du temps au club est assez souple. Pas de cours, juste taper des balles. Une pause. Ça lui ferait plaisir, papa, je lui dirai. » C'était une petite chose, mais c'était un barreau de la cage, tordu. Le vrai test est venu ce samedi-là. J'étais sur le premier tee, club propre, carte de score prête. Mon téléphone a vibré. Hélène. « Marcel, l'évier de la cuisine est bouché, l'eau remonte. » Mon esprit méticuleux a présenté les options. Finir ma partie, appeler un plombier. Des solutions propres qui préservaient ma routine. Mais j'ai vu le choix, clair comme un feu de piste. On me donnait la chance d'être utile, de choisir le désordre plutôt que la mission. J'ai regardé mon ami Gérard. « Gérard, je dois partir, un truc en famille. » Il a eu l'air surpris. En 40 ans de golf du samedi, je n'étais jamais parti. « Tout va bien ?»« Ça va aller, ai-je dit, et je le pensais vraiment. » Hélène se tenait devant l'évier, l'air frustré. Il y avait de l'eau sur le sol. J'ai retroussé mes manches, j'ai pris la ventouse. 20 minutes de travail maladroit et salissant. De l'eau sur mon pantalon, mon dos en compote. Mais quand le bouchon a finalement cédé avec un beau gloup sonore, Hélène a éclaté de rire. « Mon héros », dit-elle en m'embrassant sur la joue. J'étais en tenue de golf dans une cuisine humide, sans un seul trou joué. Et je me sentais plus présent que je ne l'avais été depuis des années. Un roc, ça reste immobile. Ça n'aide pas. Ça ne se mouille pas. Ce soir-là, je suis entré dans le salon où Hélène regardait une de ses émissions. Je me suis juste assis à côté d'elle. Pas de livre, pas de puzzle. J'ai pris sa main. « On regarde quoi ?» Elle a souri d'un vrai sourire chaleureux. « Tu vas détester, c'est tout du drame et des bavardages. »« C'est bon, ai-je dit, et je suis resté. » Elle s'est endormie contre mon épaule à mi-chemin. Je n'ai pas bougé. J'ai pensé à toutes les soirées passées seul dans mon bureau, toutes les promenades faites pour être seul avec mes pensées. Je collectionnais la solitude comme un trophée.
et je me ruinais en connexion. Puis est venu le jour qui m'a brisé en grand. C'était un mardi couvert. Hélène était à son club de lecture. Dans le silence accusateur de la maison, j'ai décidé de ranger le placard du couloir, un de ces travaux remis à plus tard depuis une décennie. J'ai sorti vieux manteaux et cartons, et tout au fond, ma main a touché quelque chose de familier, le cuir lisse et usé de mon vieux sac de vol. Je ne l'avais pas ouvert depuis 20 ans. Je me suis assis là, par terre dans le couloir. J'ai débouclé les sangles. De vieilles cartes aériennes, un manuel décoloré et une petite boîte plate en carton. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. Mes mains ont recommencé à trembler. Une carte pour la fête des pères, faite à la main. Sur la couverture, un dessin en crayon d'un homme bâton dans un avion avec un grand sourire. Le ciel, un griffonnage frénétique et joyeux en bleu. À l'intérieur, dans l'écriture soignée d'un enfant, au meilleur papa pilote du monde, gros bisous, Thomas. Il devait avoir 7 ans, peut-être 8. Je me souvenais de ce jour. Il me l'avait donné au petit déjeuner. J'étais distrait, en train de lire les bulletins météo pour un vol prévu plus tard. J'y avais jeté un œil, lui avais tapoté la tête, dit « Merci, fils » et l'avait posé sur le comptoir. Quand je rentrais, elle avait disparu. J'avais supposé qu'Hélène l'avait jetée. Je n'avais jamais demandé. Je n'y avais plus jamais pensé. Mais il l'avait récupérée. Blessé, il l'avait cachée. Et à un moment, il l'avait glissée dans mon sac de vol. Un dernier effort silencieux pour faire partie de mon monde, pour atteindre le pilote qui regardait toujours vers l'horizon. Assis sur ce sol froid, tenant ce fragile bout de carton, j'ai pleuré. Comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. De grands sanglots profonds, d'un endroit si enfoui que je ne savais pas que je le portais encore. J'ai pleuré pour le petit garçon qui avait fait ce dessin. J'ai pleuré pour l'homme qui avait été trop occupé pour vraiment le voir. J'ai pleuré pour tous les dessins jamais reçus, de tous les petits-enfants qui avaient appris à ne pas déranger papy quand il réfléchissait. C'était le moment, cette petite carte. L'incendie à 5 alarmes dans mon âme. Pas un crash dramatique, un seul instrument défaillant, un voyant de connexion brisé, ignoré pendant 50 ans. J'avais échangé 1000 moments de connexion contre 1000 moments de contrôle. Choisi le silence propre et vide plutôt que le bruit magnifique et désordonné. Et le prix était là, entre mes mains. L'amour d'un enfant de 7 ans, offert librement, glissé avec soin dans mon sac, laissé à ramasser de la poussière pendant une vie entière. Je n'étais pas dévasté par ce que j'avais perdu, mais par ce que j'avais laissé partir. J'avais été celui qui tenait le trésor, et je l'avais traité comme du désordre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais quand je me suis relevé, j'ai pris la carte et je suis allé dans la cuisine. J'ai dégagé un espace sur le réfrigérateur, bien au centre, et j'ai posé l'aimant. Cet avion en crayon d'enfant, là pour que tout le monde le voie. Quand Hélène est rentrée, elle l'a vu immédiatement. Elle a vu mon visage aussi. Pas un mot. Elle a posé sa main dans mon dos et l'a laissé là. Nous sommes restés ensemble, regardant cette vieille carte. Je l'ai trouvée dans mon sac de vol, ai-je dit, la voix rauque. Je sais, dit-elle doucement, c'est moi qui l'y avais mise. Je pensais que tu la trouverais en voyage, qu'elle te rappellerait ce vers quoi tu rentrais. Je l'ai regardée.
cette femme qui m'avait regardé construire mon île pendant 60 ans, qui avait envoyé des signaux silencieux que j'étais trop fier pour recevoir. Elle avait essayé, à sa façon, d'être mon phare, et j'avais été trop occupé à naviguer selon mes propres cartes pour voir la côte. C'est là que j'ai su, vraiment su. J'avais eu la clé tout le temps. Je l'avais juste confondue avec un outil pour resserrer les verrous. La clé, c'était la reddition. Lâcher prise sur le rôle du pilote dans chaque situation. Admettre que le plan de vol était mauvais. Voici ce que j'ai appris, assis sur ce sol de couloir à 85 ans. Les choses qui arrivent quand on vieillit ne concernent pas votre corps qui ralentit ou votre monde qui rétrécit. Elles concernent les choix que vous faites à l'intérieur de ce monde plus petit. La première, vous avez enfin le temps de voir clairement. La deuxième, vous voyez tous les tournants que vous n'avez pas pris. La troisième, vous ressentez le poids de chaque non que vous avez dit. La quatrième, vous réalisez que votre fierté était la chose la plus coûteuse que vous ayez jamais possédée. Et la cinquième, c'est que vous avez une dernière chance, si vous êtes assez courageux, de dire oui à la place. Je me trompais sur la force. Je croyais qu'elle était dans la routine, la liste de vérification, la montée contrôlée. Mais la vraie force est dans la descente. C'est de redescendre de votre altitude solitaire et d'atterrir dans le bruit magnifique et désordonné de votre famille. C'est de laisser votre petit-fils vous battre au golf et de penser vraiment beaucoup. C'est de regarder une émission que vous ne comprenez pas parce que le poids de la tête de votre femme sur votre épaule est la seule navigation dont vous avez besoin. Cette carte sur mon réfrigérateur n'est pas juste un dessin, c'est mon nouveau plan de vol. Chaque matin je la vois, ce ciel de crayon bleu frénétique, et je me demande, où puis-je dire oui aujourd'hui? Alors, si vous êtes comme moi, planificateur, pilote, personne qui trouve du réconfort dans le contrôle, écoutez un vieil homme qui regarde enfin les bons instruments. Votre indépendance est une piste d'envol, pas une destination. Ne restez pas sur le tarmac à entretenir vos systèmes dans un ordre parfait et solitaire. Décollez, volez vers le chaos. Le programme interrompu, le puzzle renversé, l'évier bouché, la demande de dernière minute, ce ne sont pas des urgences. Ce sont vos feux d'approche. Ils vous guident vers chez vous. Ne faites pas mon erreur. N'attendez pas une chute dans le jardin ou une carte dans un sac oublié. Regardez votre vie maintenant. Cet appel que vous ne faites pas parce que vous êtes occupé, faites-le. Cette visite repoussée à un meilleur moment, allez-y maintenant. Cette aide que vous ne demandez pas parce que vous devriez vous en sortir seul, demandez-la. Avalez votre fierté, ça a un goût amer, mais ça nourrit quelque chose en vous qui mourrait de faim. Il vous reste encore du temps. J'ai 85 ans, mes mains ne m'obéissent pas toujours, mes promenades sont plus courtes, mais j'ai maintenant. Et un maintenant passé sur le swing de golf de Lucas, où la stratégie de puzzle de Camille vaut plus qu'une vie entière de scores parfaits et solitaires. Il n'est pas trop tard pour être débutant. Il n'est pas trop tard pour apprendre que votre plus grande contribution n'est pas ce que vous faites pour les gens, mais simplement que vous êtes avec eux. Cette chaîne est pleine d'histoires comme la mienne. Si celle de ce vieux pilote têtu de Vincennes a eu un sens pour vous, je considérerai comme un privilège que vous vous abonniez. Appuyez sur la cloche de notification. Et j'aimerais vraiment vous entendre. Laissez-moi un commentaire.
Y a-t-il dans votre vie un engagement préalable qui n'est en réalité qu'une excuse? Un morceau de fierté qui vous empêche de vous connecter? Le fait d'écrire peut être le premier pas pour le laisser partir. Si cela vous a touché, appuyez sur j'aime et partagez avec quelqu'un qui est un peu trop indépendant, trop méticuleux, trop dans sa propre tête. Ils n'écoutent peut-être pas leur famille, mais ils écouteront peut-être un vieil homme de 85 ans qui pilotait des avions à réaction. Peut-être avez-vous votre propre histoire, quelque chose appris à la dure qui pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter la même douleur. Il y a un formulaire dans la description pour la partager avec les gens qui gèrent cette chaîne. Votre sagesse chèrement acquise pourrait être le feu d'approche de quelqu'un d'autre. Un livre qui m'a aidé à donner sens à tout cela s'appelle « Le don des années » de Johann Chittister. Il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit de lâcher les mauvaises choses pour tenir les bonnes. Il y a un lien dans la description si vous êtes intéressé. Ne construisez pas une cage avec votre propre compétence. Ne laissez pas votre indépendance devenir votre isolement. Le monde va rétrécir, que vous le vouliez ou non. Mais vous décidez de ce qui remplit cet espace plus petit. Laissez-le être le bruit désordonné, glorieux et inconvénient des gens que vous aimez. Montrez-vous simplement, soyez là. C'est la seule trajectoire de vol qui vous ramène vraiment à la maison. Croyez-moi, je les ai toutes empruntées.